là aussi ce soir, au-delà du plaisir et du privilège de votre compagnie aujourd'hui, Monsieur Pierre Berger, j'ai comme le sentiment que c'est aussi une tendresse commune pour Marrakech qui nous relie, et c'est touchant de partager ce sentiment. Monsieur Pierre Berger, l'idée d'être né sur une île, Oléron, vous plaît. La plage, les varèches et les choses de la mer, voilà votre premier royaume. À 4 ans déjà, grâce à votre maman institutrice, soprano, amateur, passionnée d'opéra, vous connaissez les notes avant les lettres. Vous écrivez sur votre enfance, dans Liberté, j'écris ton nom. Il y a des portes secrètes dont j'ai perdu la clé. Extrêmement tôt, la lecture et la littérature vous passionnent corps et âme. À 9 ans, vous avez lu David Copperfield et à 13, découvrez Guerre et paix. Puis suivent rapidement Romain Rolland, Georges Duhamel, Balzac, Gide, Giono et Baudelaire. Liberté, j'écris ton nom. Inventaire Mitterrand. Les jours s'en vont, je demeure. Album Cocteau. L'art de la préface. Lettre à Yves. Yves Saint-Laurent, une passion marocaine. Un livre reste pour vous un objet sacré. Vous avez le culte de l'objet rare que vous avez célébré toute votre vie. Et la littérature n'y a pas échappé. Vous accompagne la première édition des Essais de Montaigne, 1580, ainsi que l'exemplaire de Madame Bovary, dédicacé à Victor Hugo par Flaubert. Vos livres manqueraient s'ils n'existaient pas, et sont dignes des plus respectables. Votre écriture, épurée, limpide, précise, expire souvent du corps d'une réalité. Avant de vous écouter, Monsieur Berger, nous évoquer toute la littérature qui a marqué votre vie. Je vous ai proposé d'écouter quelques minutes, 7, de la scène des comices de Madame Bovary, qui font partie des plus belles pages de la littérature française et de vos favorites. Grand symbole de l'entrelacement progressif de deux discours autour de l'amour et de la politique, soutenus par cette grande littérature qui, comme vous le dites, n'est que le fruit d'un labeur acharné. Tout cela symbolisant aussi tant votre si grande histoire d'amour avec Yves Saint-Laurent. Rodolphe s'était rapproché d'Emma et il disait d'une voix basse en parlant vite. Est-ce que cette conjuration du monde ne vous révolte pas? Est-il un seul sentiment qu'il ne condamne? Les instincts les plus nobles, les sympathies les plus pures sont persécutés, calomniés, et s'il se rencontre enfin deux pauvres âmes, tout est organisé pour qu'elles ne puissent se joindre. Elles essaieront cependant, elles battront des ailes, elles s'appelleront. Oh, n'importe, tôt ou tard, dans 6 mois, 10 ans, elles se réuniront, s'aimeront, parce que la fatalité l'exige, et qu'elles sont nées l'une pour l'autre. Il se tenait les bras croisés sur ses genoux, et ainsi levant la figure vers Emma, il la regardait de près, fixement. Elle distinguait dans ses yeux de petits rayons d'or si radiants tout autour de ses pupilles noires, et même elle sentait le parfum de la pommade qui lustrait sa chevelure. Alors une mollesse la saisit. Elle se rappela ce vicomte qu'il avait fait valser la Vaubyessard, et dont la barbe exhalait comme ces cheveux-là cette odeur de vanille et de citron. Et machinalement, elle entreferma les paupières pour la mieux respirer. Mais dans ce geste qu'elle fit en se cambrant sur sa chaise, elle aperçut au loin, tout au fond de l'horizon, la vieille diligence, l'hirondelle, qui descendait lentement la côte des Leux, entraînant après soi un long panache de poussière. C'était dans cette voiture jaune que Léon si souvent était revenu vers elle, et par cette route là-bas qu'il était parti pour toujours. Elle crut le voir en face, à sa fenêtre, puis tout se confondit. Des nuages passèrent. Il lui sembla qu'elle tournait encore dans la valse, sous le feu des lustres, au bras du vicomte, et que Léon n'était pas loin, qu'il allait venir. Et cependant, elle sentait toujours la tête de Rodolphe à côté d'elle. La douceur de cette sensation pénétrait ainsi ses désirs d'autrefois, et comme des grains de sable sous un coup de vent, il tourbillonnait dans la bouffée subtile du parfum qui se répandait sur son âme. Donc, Monsieur Berger, ma première question était quelle était la place de la littérature dans votre vie? Bien, vous l'avez dit, la place de la littérature, c'est la première place de la littérature. Et je suis très touché d'avoir écouté ce passage de Les comices de
de Madame Bovary, parce que là, on comprend très bien l'art de Flaubert, c'est-à-dire des événements personnels, Rodolphe et Emma, et puis tout le contrepoint qui se déroule. Et c'est en ça que Flaubert est le maître de tous les écrivains américains du XXe siècle. C'est qu'ils ont utilisé ce procédé, ils ont parfois abusé de ce procédé, mais bon, quand il est fait comme Flaubert, on peut l'admirer. Au-delà de Flaubert, tous les autres auteurs qui vous ont... Là. Je suis bien incapable de vous les citer. Il y en a tellement, dans tellement de langues, dans tellement de continents, c'est pas possible. Vous avez cité Gide tout à l'heure, Gide Tocqueville, qui est pour moi une grande importance, qu'on a appelé, vous le savez, le témoin capital. Et je pense que Gide a été le témoin capital. Et aucun écrivain du XXe siècle, même s'il n'est pas le plus grand écrivain, même s'il n'est pas le plus grand romancier, il est en tout cas le meilleur observateur. Et des livres de Gide comme Retour du Tchad, comme Voyage au Congo, comme Souvenirs de Côte d'Assise, évidemment comme Corridon, sont des livres qui ont fait avancer la société. Et un écrivain comme Gide est un écrivain qui a changé la face de notre époque. Ça, c'est excessivement important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Gide occupe une place à part. On ne peut pas dire qu'il n'a pas connu de perpétoire, il en a connu un. Et il en connaît toujours un. Mais malgré tout, il est sollicité. Malgré tout, il est lu. Malgré tout, il est cité constamment. Gide est un écrivain qui m'a accompagné, qui m'accompagne, qui m'accompagnera. Proust. Écoutez, Proust, comment pas Proust? Je veux dire, comment pas Proust? Proust, c'est plus qu'un écrivain. Proust, je n'aime pas beaucoup le mélange des genres. Et je ne crois pas d'ailleurs à l'interférence des genres. Mais dans Proust, il y a un musicien. Dans Proust, il y a un peintre. Il le montre avec Elstir. La musique est là. Et ô combien, la sonate de Vinteuil. C'est un écrivain tout à fait polymorphe. Et plus qu'important. On n'en finit pas avec Proust. C'est très bien ça. Il y a des gens qui ont passé leur vie sur Proust. Et d'autres qui vont passer leur vie sur Proust. Et avec Proust. Et je les aime. Étant donné que Monsieur le Président citait Cincinnati sur sa charte. Dans la littérature pour vous et dans votre vie. Dans ma vie aussi, j'ai connu Cocteau, j'avais 20 quelques années, par un hasard total. Et puis aussi par hasard, je suis devenu très proche de Cocteau. J'enseigne que le dernier compagnon de Cocteau, Édouard Hermite, à sa mort, m'a légué le droit moral sur l'œuvre de Jean Cocteau. Donc aujourd'hui, j'essaie aussi bien que je peux, ou moins mal que je peux, de gérer l'œuvre de Jean Cocteau. Donc voilà, je me suis attelé à ça. Ça me prend beaucoup de temps, ce qui veut dire que tous les jours, car Cocteau, c'est tous les jours, on demande de Roumanie, de Mexique, d'Australie, l'autorisation de publier un livre, de jouer une pièce de théâtre, de publier un poème, de publier une photographie. On n'imagine même pas à quel point. Ça, c'est formidable. Et d'un autre côté, j'ai eu à cœur de faire de sa maison une maison d'écrivain, Amélie et la forêt. Donc, Cocteau, vous savez, c'est une histoire très intime pour moi. Quand il est mort, Édouard Hermite, son dernier compagnon, et que temps après s'est marié, il eut 2 enfants. Le premier, Jean, eut comme parrain Jean Marais, et comme marraine Jacqueline Picasso. Le deuxième, Stéphane, eut comme marraine Francine Wesener et comme parrain moi. Je veux vous montrer que nous restons dans un cercle très fermé, très familial,
j'avais pour Cocteau je ne veux pas parler de sentiments filiaux, c'est faux, mais j'avais une grande admiration, puis une immense tendresse. Je trouve que Cocteau est quelqu'un de mal compris. Lui, il était un peu paranoïaque, alors il croyait que tout le monde le détestait. Parfois, il avait raison. Mais je pense qu'il avait plus souvent tort que raison. Et donc, il est quelqu'un qui n'a jamais... Mais il était son pire ennemi, parce que c'est de sa faute. Parce que s'il n'avait pas écrit des bouts de machin sur toutes les nappes des restaurants, fait des choses de ce genre, accepter n'importe quoi, il ne se serait probablement pas tant vulgarisé. Mais si on aborde Cocteau avec sérieux, avec intérêt, on voit bien qu'il y a des poèmes dans un très beau livre qui s'appelle Plein de chants, admirable. On voit aussi qu'il y a des pièces de théâtre ou des films. Et les enfants terribles, par exemple, un merveilleux exemple. Cocteau est un très grand poète. Comme autre poète, Baudelaire, il y a un beau. À ce moment-là, il y a Baudelaire, il y a Rimbaud, il y a Racine, il y a personne. C'est trop compliqué ça. On ne peut pas. Non, on va rester dans le XXe siècle. Pourquoi pas? Et moi, j'aime beaucoup dans le XXe siècle, évidemment, l'immense poète qu'elle dit dans Apollinaire. Et un autre poète qui est Cassandra. Ils sont des grands poètes. Et poètes qu'il faut lire, poètes qu'il faut relire. Et Apollinaire est quand même un homme qui a ouvert la porte. Vous savez, 1913 est la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. 1913, c'est la publication d'Alcon, le très grand livre d'Apollinaire qui devait mourir très peu de temps après, quelques années, très peu de temps après. Donc, cette date charnière, qui est la guerre de 14, c'est considérable. C'est la fin d'un monde et c'est l'ouverture d'un autre. Mais le monde qu'on va quitter, la monde de Proust, en gros, et de bien d'autres, le monde qu'on va quitter est un monde que certains chercheront à retrouver désespérément, courront après et après leur ombre, mais qu'on ne retrouvera plus. C'est une cassure absolue. C'est pour ça que c'est la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. C'est là que ça se situe. Alors, après, il y a d'autres poètes que j'aime beaucoup. Pierre Reverdy, c'est un grand poète, très grand poète. Mais aussi, vous savez, il n'y a pas que les goûts dans la vie. On peut changer de goût. On ne peut pas changer de dégoût. Et pour moi, le dégoût est beaucoup plus important que le goût. Je voulais vos goûts aujourd'hui. Non, parce que je vais vous dire pourquoi il y a des poètes que j'aime et il y en a que j'aime pas. Parce qu'il est à la mode d'aimer René Char, pas moi. Comme il est à la mode, c'est vrai que j'ai passé une nuit, j'allais dire avec lui, dans la même cellule que lui, Albert Camus. Mais nos rapports sont arrêtés là. Je ne suis pas fou d'Albert Camus. Nous restons fous. Mes goûts d'aujourd'hui, les poètes d'aujourd'hui, les écrivains d'aujourd'hui, vous avez reçu ici un jeune écrivain marocain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Abel Ataya. Puis il y a d'autres gens qui ne sont pas des écrivains spécifiques, des écrivains aussi, mais pas des littérateurs. Vous avez reçu aussi quelqu'un qui est un de mes amis, que j'aime beaucoup, qui était Edgar Morin. Encore quelqu'un, comme Gide, qui nous aide à voir le monde. C'est ça, les poètes servent à ça, les écrivains servent à ça. Vous savez, les artistes ont toujours raison. C'est ça qu'il faut comprendre. N'oubliez pas ce mot de Wilde, d'Oscar Wilde. Pour moi, admirable mot, parce qu'il définit la force de la création. Il dit avant Turner, il n'y avait pas de brouillard à Londres. Ça montre qu'en effet, c'est l'artiste qui nous fait voir. C'est grâce à l'artiste, c'est grâce à Turner qu'on a compris qu'il y avait du brouillard à Londres. C'est ce qu'on peut dire.
c'est l'artiste qui nous permet d'exister. C'est pour ça qu'il faut croire aux artistes. J'ai reçu aussi beaucoup de gens ici, Leila Chaïd, Juan Goytisolo, Tahar Benjelloun, qui nous ont parlé de Jean Genet. Dites-nous deux mots. Ben, je ne peux dire que ce qu'ils vous ont dit, ils connaissent très bien Juan Goytisolo, je connais leur livre, et ce qu'a écrit Goytisolo sur Jean Genet, d'ailleurs, qui est un livre magnifique. Genet à Barcelone. Genet à Barcelone, c'est ça. Mais ce que je veux dire sur Genet, d'abord je veux dire que c'est grâce à Cocteau que Genet a existé. Premièrement, une des grandes qualités de Cocteau, c'était sa générosité. Autant il pouvait être un peu parfois difficile quand il n'aimait pas les autres, mais quand il les aimait, il n'y avait pas de question de rivalité ou de quoi que ce soit. Donc Cocteau a découvert Genet, l'a aimé et l'a amené. C'est lui qui l'a fait éditer. Alors, je pense que Genet est un écrivain majeur de ce temps et que son écriture est absolument superbe. Elle vient du XVIIe siècle, directement, et on ne comprend pas comment. Il a pu aussi tracer sa route avec sa plume. Et sa plume si acérée, sa plume si précise, sa plume qui fraye son chemin et qui ne se trompe pas. Si, vous savez, Genet n'avait pas écrit les livres sulfureux, il serait probablement reconnu comme un des plus grands philosophes français de tous les temps. Mais ça viendra après. Probablement. Vous dites, je n'aime pas la peinture surréaliste, mais j'aime la littérature surréaliste. Ben, oui, c'est comme ça. Hein. J'aime pas la peinture surréaliste parce que c'est de la peinture littéraire. Et que l'art, quelque art que ce soit, il ne doit pas déborder. La peinture, c'est la peinture, la littérature, c'est la littérature, la musique, c'est la musique. Et vous savez, il y a des gens qui croient que la musique, c'est ça. Il y a des gens qui rêvent au clair de lune quand ils écoutent la sonate et ils disent au clair de lune. En plus 27, pourquoi pas. Mais moi, je crois que l'art, c'est l'art. Et que la musique, c'est la peinture, c'est la peinture. Et la peinture, ça se fait avec les armes de la peinture. Et pas avec celle de la poésie. Vous savez, Degas dit à Mallarmé un jour, je ne comprends pas comment vous pouvez écrire des poèmes comme ça. Moi j'ai essayé, et pourtant ce ne sont pas les idées qui bougent. Et Mallarmé de répondre, Degas, excusez-moi, mais un poème, ça ne s'écrit pas avec des idées, mais avec des mots. C'est là l'histoire, la création. On peut pas. Donc, oui, je n'aime pas Dali, je n'aime pas tous ces gens-là. En écrivain surréaliste. À tous. C'est d'abord le premier de tous. Le premier de tous, c'est Breton. Et le livre de Breton qui est Nadja. Et puis tout de suite après, Aragon. Et puis d'autres. Et tous les écrivains surréalistes sont d'une grande qualité. Crevel, Marot. Bien sûr, Crevel. Malheureusement, Crevel s'est suicidé dans des conditions très tristes. Mais tout ces... Oui, j'aime beaucoup la littérature surréaliste. J'aime beaucoup le manifeste du surréalisme. Vous savez, j'ai découvert le surréalisme, j'ai découvert à la fois en même temps le surréalisme et le jazz, quand j'avais 15 ans. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai gardé, et pour le surréalisme, et pour le jazz, celui-là, vous savez, c'est un jazz ancien, moi. C'était le jazz de New Orleans, que je trouve très bien, je respecte beaucoup. Mais moi, celui que j'ai connu, c'était celui. Et parce que je l'ai connu, c'est celui que j'ai. J'apprécie l'approche que vous avez de l'écriture. Vous dites toute technique doit se faire oublier, y compris dans la littérature. Les artistes sont en dehors de la réalité. Ce sont des martyrs.
L'art n'est pas fait pour distraire les gens, mais au contraire pour les déranger, pour les provoquer. Je pense aussi qu'il n'est pas fait pour apporter la paix à ceux qui créent. Au contraire, l'assertion biblique selon laquelle il n'y a pas d'enfantement sans souffrance me semble s'appliquer aux artistes. Je ne crois pas aux créateurs paisibles. La création est laborieuse et difficile et elle isole. Rinkel, dans la solitude, on peut créer un monde aussi grand que le monde. La solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit être une raison supplémentaire de l'accomplir. Ben oui, je ne vais pas me répéter. Évidemment, c'est des gens qui croient que l'art c'est paisible. C'est pas vrai. L'artiste est anarchiste. Tous les artistes sont anarchistes. Ils sont là pour jeter des bombes dans les jambes de la société, pour déranger. S'ils ne dérangent pas, ce sont pas des artistes. C'est autre chose. C'est sympathique, c'est gentil, sûrement. Mais l'artiste a le pouvoir du créateur. La démiurge. Enfin, c'est ma conception de l'art, des artistes. Je poursuis, les artistes doivent être inactuels et donc dans la solitude parce que leur voix vient du futur, d'un au-delà invisible. C'est pour ça qu'ils sont détachés de ce que les gens prennent pour réalité et sont incompris par conséquent. Vous exprimez aussi avoir un faible pour ceux que vous appelez les écrivains de second rayon. Vous qui êtes si exigeants dans vos groupes, pourriez-vous expliquer l'importance que vous donnez à ces écrivains, comme Pierre Benoît, Pierre Loti? Je veux dire, il ne faut pas imaginer comme ça prétentieusement qu'on va toujours sur des cimes. Ça serait fatigant. Et on manquerait d'oxygène. Donc, dépeignait ses enfarouches, où les hommes vivaient de savoir l'or qu'on connaît, il y a des artistes qui peuvent nous toucher, même s'ils ne sont pas des artistes, même si ce n'est pas Baudelaire. Oui, mais dans le second rayon, il faut savoir faire un choix. Moi, des artistes de second rayon, vous avez cité Benoît pour un seul livre, précisons L'île verte, parce que c'est l'histoire d'un naturaliste, et puis que j'aime les oiseaux. Loti, parce que je suis né là-bas. Je suis né dans l'île où il est enterré. L'île d'Oléron. Et puis, c'est pas si mal que ça. Et puis voilà, il y a des choses un peu. Je suis plus exigeant avec les peintres. Beaucoup plus. Dans Les jours s'en vont, je demeure. Vous avez voulu cerner le parcours d'hommes et de femmes qui ont traversé votre vie. Essentiellement des artistes, mais surtout des auteurs que vous avez aimés, admirés et voulu éclairer. Avez-vous souvent cherché à rencontrer les auteurs que vous aimiez? Et est-ce que finalement, lire, c'est commencer à aimer? Dernière question, lire, c'est commencer à aimer, évidemment. Mais, je vais vous dire, contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai jamais cherché à rencontrer ni les auteurs, ni bien avec des auteurs. Vous savez, dans ma vie, je suis occupé de musique, j'ai eu fait venir dans le théâtre que j'occupais, je peux dire tous les chanteurs, tous, sans exception. J'ai jamais fait une photo avec aucun d'eux et j'ai jamais essayé de les rencontrer à part leur dire bonjour. Parce que je crois d'abord que ça les emmerde, premièrement, et puis je crois ensuite qu'il faut se méfier. Il faut se méfier, les artistes sont des artistes, ils ne sont pas là pour parler avec vous. Il faut se méfier, il ne faut pas les déboulonner, il ne faut pas les réveiller. Moi je crois que l'artiste est un somnambule et qu'il ne faut pas le réveiller et qu'on prend le risque en le réveillant de le faire tomber. Je crois beaucoup ça. Je crois que l'artiste c'est ça. Je n'ai pas dit, et je ne veux pas dire que c'est un inconscient. Je dis pas ça une seconde. Au contraire, je crois que c'est quelqu'un de parfaitement conscient, mais qui habite un monde qui est le sien. Et on a beaucoup de chance et parfois il peut nous le faire partager.
une mise en abîme de l'art, une des plus grandes collections d'objets d'art et de peinture du monde, de peinture au monde, la collection du siècle. Celle concernant votre collection de bibliophilie, vous l'avez conçue seule. J'aurais aimé savoir quels étaient les ouvrages essentiellement qui la constituaient. Mais avant que vous répondiez, je voulais lire un passage de Lettre à Yves. Ce matin, j'apprends une nouvelle qui me bouleverse et m'enchante. Le manuscrit de Madame Bovary est disponible sur le net. C'est l'événement le plus stupéfiant depuis qu'on a marché sur la Lune. Bovary, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Le manuscrit sur lequel Flaubert confronte son martyre et son génie. Ses ratures, ses repentirs, ses pages entières balafrées de cicatrices noires. Ce travail d'horloger, de bœuf et de labour peut donc être admiré, ausculté par des millions de gens à travers le monde. Je te vois sourire et je t'entends me dire « Arrête avec Flaubert, tu deviens fou. » Fou, oui, d'admiration. Déjà que je ne peux pas regarder le manuscrit du plan de l'éducation qui est dans ma bibliothèque sans trembler. Alors Bovary, je suis heureux de vivre à cette époque, d'assister à de pareils bouleversements. Comme je hais la nostalgie, et comme je l'aime cette époque qui ouvre les portes du futur, qui a raccourci l'espace, qui permet d'aller en quelques heures au bout du monde, de téléphoner de n'importe où, d'envoyer et de recevoir des emails, qui a placé la culture à un rang jamais atteint, à la science de faire des pas de géant. Je suis triste de devoir la quitter un jour. J'aimerais tant voir ce qui va survenir. Toi, tu aimais les souvenirs. Ils te protégeaient, croyais-tu. Pourtant, c'est quand tu as accompagné ton époque au plus près que tu as créé le mieux, que tu as été le mieux. N'oublie pas que tu as inventé le prêt-à-porter. Et rien que cela devrait te valoir une gloire éternelle. C'est difficile à croire de nos jours qu'avant toi, il n'y avait pas de prêt-à-porter. Pourtant, c'est vrai. Tu as créé la tenue de la femme moderne. Partout dans le monde, ton influence est manifeste. Les femmes en pantalon sont légion. Quand je pense qu'un jour à New York, nous n'avons pas pu déjeuner parce que Betty, qui nous accompagnait, portait des pantalons et que tous les restaurants nous ont refusé l'entrée. Tu m'as écouté. Tu m'as fait une confiance aveugle, comme en tout. Tu m'as permis d'aiguiser mon regard, d'affûter mon goût, et plus que tout, de me trouver. Car c'est bien là que je me suis trouvé. Dans les objets et surtout la peinture. C'est étrange, car si je ne suis pas un écrivain, j'ai écrit quelques livres. Si je ne suis pas un musicien, j'ai joué du violon. Je peux lire une partition. En revanche, je n'ai jamais appris ni à peindre, ni à dessiner. Pourtant, c'est l'art qui me touche le plus, celui qui m'est indispensable, que je connais le mieux, qui me rend le plus heureux. Souvent, j'ai regretté de n'avoir pas suivi des cours d'histoire de l'art. Cela aurait-il changé quelque chose? Je n'aurais ni mieux, ni moins aimé la peinture. Je déteste la culture didactique et tout ce qui lui ressemble. Pour aimer, il faut avoir tout oublié. C'est ce que je n'ai cessé de faire. Mais une fois que j'ai dit, je serais très fâché de quitter, c'est vrai, parce que j'aimerais vivre très longtemps. Mais comme ma mère a 107 ans, j'ai un peu d'espoir pour moi. Mais cela dit, je veux dire tout de suite que si vous la quittez demain, je suis prêt. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Mais bon, c'est une belle époque. Et c'est vrai de penser, mais je le dis Bovary parce que chez moi, c'est une espèce de marotte. Bovary, je le reconnais bien. Et ce que je dis Bovary, on peut dire n'importe quoi. Penser qu'il existe aujourd'hui, c'est moyen admirable, sublime. Quand je pense que Cocteau écrivait la bohème et que cette bohème, comme on sait, c'était des demoiselles du téléphone et on était coupé tout le temps et que dans cette pièce que tout le monde connaît, mademoiselle, je ne vous entends plus et qu'on pense qu'aujourd'hui on traverse le monde. Et plus que ça, alors c'est merveilleux, une époque merveilleuse. Jamais on a connu ce qu'on a connu. Alors les gens qui se plaignent, je trouve qu'ils ont bien tort. Donc ma question était, qu'y a-t-il dans votre collection de bibliophiles? Ça m'est difficile de répondre. D'ailleurs, je vais commencer à la vendre.
Pourquoi? Parce que j'ai l'âge que j'ai, parce que je ne suis pas d'héritier direct qui à ce point soit passionné, sans ça je vais reléguer, mais ce n'est pas le cas. Et donc, et puis que je trouve que, comme on dit les frères Goncourt, il faut se méfier des musées, des bibliothèques, qui sont des cimetières, où on ne vient plus jamais consulter les gens ni les voir. Et donc, une vente, je suis pour les ventes publiques, pas du tout parce que j'ai une maison de vente, je ne suis pas, croyez-moi, aussi mesquin que ça, mais parce que quelqu'un qui achète une chose, il l'a achetée. Vous savez, j'ai l'habitude en boutade de dire que c'est comme la psychanalyse. Comme c'est la psychanalyse, ça marche si on paye. Et donc, vous payez quoi. Et quand on a acheté un livre, on y tient. Parfois c'est difficile d'acheter. Parfois on n'a pas l'argent. Parfois on s'endette. Parfois c'est compliqué. Mais on ne le regarde jamais. C'est aussi... Donc que voulez-vous que je vous dise que j'ai? Vous avez dit vous-même tout à l'heure que j'avais l'édition originale de Montaigne, 1580. Je vous dis comme ça, le Louise Lappé qui était 1555. J'ai évidemment Proust, que vous avez cité. J'ai tous les grands. Mais j'ai essayé d'avoir, pour ne pas faire comme la plupart des bibliophiles, qui négligent une part de leur propre culture, s'ils en ont, une part de leur propre culture. Moi j'ai voulu absolument avoir dans cette bibliothèque des livres qui viennent du monde entier. Alors j'ai déjà fait l'édition originale, j'ai des livres russes, tous les grands russes, j'ai des livres anglais, j'ai des livres américains, italiens, portugais, etc. Ça, j'ai beaucoup tenu à ça. Alors on verra, c'est important puisqu'on prévoit 7 ventes. Voilà. Qui commenceront à l'automne prochain. Le 11 décembre. Le 11 décembre. Moi, j'ai eu le privilège de passer le jour de l'an avec vous et je me suis permis d'aller zioter dans votre bibliothèque. Ici? Oui. Il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose, mais vous avez une collection de livres autour du Maroc, autour de Marrakech, que vous avez reliés. Je voulais savoir quels étaient les ouvrages sur Marrakech ou sur le Maroc qui vous avaient touché. Alors j'ai une autre bibliothèque confidentielle, la preuve vous ne la connaissez pas. Elle se trouve à Tanger et elle est une bibliothèque entièrement sur Andalousie et Maghreb, et on monte encore plus haut. Voilà, l'importante est celle-là. Je la lèguerai ici, je la donnerai ici, soit au musée Majoral, soit dans une autre institution culturelle. Celle-là, oui, j'y tiens. Ici, je ne sais pas grand-chose, j'ai des livres comme ça. Des livres sur le Maroc, un peu, il n'y a pas grand-chose. Franchement. Est-ce que ce sont d'abord des livres qui vous ont séduit sur l'Afrique et le Maroc, qui vous ont fait venir ici, qui vous ont... Mais pas du tout. C'est tout bêtement les vacances. Et puis je suis tombé dans le piège. Je raconte ça dans ce livre-là. Tout simplement des vacances. Le Mamounia, pour le charme de Marrakech, le Mamounia de sa piscine du soleil et des palmiers. Mais voilà, si on se contente de voir ça et de reprendre un avis, on n'a pas vu grand-chose. Mais voilà. Il ne faut pas s'étonner d'ailleurs si nombre de gens sont venus dans les mêmes conditions, ou dans d'autres, pour 8 jours, 15 jours, ils sont restés 30 ans. Voilà. Pour 12 ans. Moi, je suis là depuis 1966. Ça fait beaucoup, hein. On est en 2016. Voilà. Donc, moi, j'essaye de dire que j'ai essayé, je ne sais pas si je suis arrivé, tellement difficile de croire qu'on sait, qu'on imagine, qu'on sait, on approche. Je ne suis
pas sûr de ça. Moi, j'ai essayé de trouver la vérité de ce pays. La vérité de ce pays et des autres pays qui sont autour. Parce que vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Faisons un peu de politique. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez bien Charlie Hebdo et le reste, et le Yémen et tout ça. Rien n'arrive par hasard. Ça ne veut pas dire que tout se justifie. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ça demande peut-être un peu plus d'attention et d'essayer de comprendre un peu plus ce que les gens font. C'est ce que j'essaie de faire. Alors j'ai essayé d'aimer ce pays et je crois que j'y suis arrivé. On n'en fait pas le tour comme ça. Je n'ai encore pas fait le tour. Et puis j'ai encore plein de choses à découvrir. Mais c'est mon pays. C'est mon pays. Je n'ai pas d'autant mérite que ce soit mon pays que je récuse tout nationalisme, que je ne me sens pas français cocorico, que je ne suis pas très ému par les accents de la Marseillaise, que je suis un citoyen du monde, un Européen, d'abord aujourd'hui, un Européen, et un citoyen du monde convaincu, et que les relents de nationalisme, on voit ce que ça donne. Donc j'essaie de ne pas tomber là-dedans. Je reviens à la littérature. Je ne sais pas, j'ai cru entendre dire pourquoi votre villa s'appelle la Villa Oasis. Est-ce que ça a un rapport avec un ouvrage? Oui. Bah oui, ça s'appelait Boussaf Saf. Enfin, ceux qui parlent l'arabe, ça veut dire peuplier. Ça s'appelait Boussaf Saf, très joli et pas facile à tenir. Et moi, il y a un livre d'un écrivain du Nombrillon qui s'appelle Eugène David, que j'aime beaucoup, qui s'appelait Villa Oasis. Je n'avais pas lu ce livre depuis je sais combien d'années. Et donc, quand on a décidé de peut-être trouver un nom, ça a été tout de suite trouvé, Villa Oasis. C'est un bon nom. Et ça s'applique vraiment. Je reviens un peu au Maroc et à la culture. Au-delà de votre librairie des colonnes, Tanger roi de cœur que vous avez sauvé en lui redonnant ses lettres de noblesse, elle est dite et elle se veut à vocation méditerranéenne dans le désir de pouvoir tisser des liens littéraires, culturels entre toutes les rives. Vous avez initié une collection permanente autour de l'art berbère à Majorelle qui voyage en ce moment à travers le monde, car la sauvegarde de la mémoire berbère est un acte artistique et politique. Le musée Yves Saint-Laurent, autour du créateur, mais aussi autour de la culture, ouvrira ses portes en 2017. Et votre fondation n'a pas hésité à largement financer le projet du Salon du Livre de Marrakech que je soutiens. Vous qui connaissez si bien le Maroc, son évolution culturelle vous satisfait-elle aujourd'hui? Je ne connais pas si bien le Maroc que ça, et son évolution culturelle est souvent souterraine comme ça. Mais j'étais très heureux d'avoir pu soutenir et d'avoir ressuscité surtout la librairie des colonnes, parce que là, il se passe, il y a un foyer culturel grâce à son directeur, Simon Pierre Hamelin. On a des publications. Et il y a, en effet, mais l'évolution culturelle du Maroc, je ne la connais pas bien. Vous savez, n'oublions quand même pas que tout n'est pas toujours toléré au Maroc. Donc, certains artistes, peut-être, ne sont pas forcément cités. Vous le savez. Mais si j'ai accepté de... Si j'ai pas accepté, si j'ai tout de suite voulu transformer un musée qu'on avait fait, Saint-Laurent et moi, le musée de l'Islamique, en musée d'art berbère, c'est, il faut bien comprendre, avant tout, une démarche politique. Parce que je pensais que c'était réparer une injustice, c'était donner la parole à ceux qu'on a empêché de parler des décennies,
décennies. Et rien ne me touche plus que quand je vois des berbères qui me parlent de ça, qui regardent ce musée, qui visitent. Jamais j'aurais pensé que ce serait un jour dans ce musée. Pour moi, c'est évidemment une profonde émotion, une grande récompense. Si tant est qu'on a besoin de récompense. Vous ne pensez quand même pas qu'il y a eu un énorme pas ces dernières années sur la liberté d'expression et des artistes au Maroc? Quand moi je l'ai vraiment ressenti. Abdelataya est venu ici, il a pu s'exprimer comme il voulait, il nous a expliqué qu'il pouvait, à ma surprise quand même, voyager dans le Maroc tout à fait librement et de façon tout à fait paisible. Mais évidemment, mais je passe mon temps à le dire ça, parce qu'on critique beaucoup. On critique beaucoup le Maroc, mais il y a sûrement des critiques à formuler, mais il ne faut pas oublier tout ce qui se fait. Par exemple, sur l'art berbère, ça s'est fait concomitamment. Ce n'est pas grâce à moi, mais ce n'est pas non plus grâce aux décisions de Sa Majesté que j'ai fait ce musée berbère. J'ai fait ce musée berbère en même temps, dans la nouvelle constitution, est entrée la défense de la langue amazigh et des Amazighs. Ce qui est formidable. Quant à Abdella, il s'est exprimé ici, j'étais là, et naturellement, il voyage dans le Maroc, il a montré son film, que ce soit à Marrakech, que ce soit à Tanger, dans des conditions tout à fait paisibles. J'étais au courant de votre venue ici, par Eric. J'étais au courant de toute la vie d'Yves Saint-Laurent et de tout ce que vous avez formulé. Et ça, je suis ravie d'être là parmi vous ce soir. J'aimerais bien savoir quels sont les écrivains que vous n'aimez pas, mais que vous respectez. Bravo, c'est un peu compliqué parce que si on ne les aime pas, on a peu de raisons de les respecter. Non, des écrivains que j'aime pas. Il faut se méfier de ces questions et des réponses que je vais faire, parce que on peut ne pas aimer, et ça ne veut pas dire pour autant que ce soit des écrivains nuls. Faut raison garder et mesure garder. Les écrivains que j'aime pas. Moi je n'aime pas ce que la France a fait depuis la guerre, qui a installé comme deux serre-livres, chaque bout d'une étagère, et qui tient toute la littérature entre les deux. D'un côté Camus, de l'autre côté Malraux. C'est pas ma conception de la littérature. Voilà. D'abord, j'ai deux petites questions qui concernent Baudelaire. Et donc, je suis étudiant et en études sur Bonn. La petite question, c'est est-ce que les poèmes de Baudelaire représentent sa vie réelle? Et ma petite deuxième question, quelle est l'influence du voyage de Baudelaire vers l'Inde sur ses écrits? Merci. C'est beaucoup, bien sûr. L'écrivain construit son monde. L'influence dans un voyage sur Baudelaire, je voudrais vous rappeler que Xavier Lemestre a écrit un livre qui s'appelle Voyage autour de ma chambre. Je voudrais vous rappeler que Saint-Laurent a fait des costumes indiens sans être jamais allé en Inde. Asiatique sans être jamais allé en Asie, et que je crois moi que les plus beaux voyages qu'on fait, c'est les voyages qu'on fait tout seul chez soi, et que des grands écrivains comme Giono, je vous parle de Giono, n'a jamais bougé de son fauteuil, ça ne lui a pas empêché d'écrire sa bataille de Pavie ou d'autres choses comme ça. Moi, si des écrivains, il y en a des très grands, on est Goethe, Nerval, il y en a des très grands, on fait des très très grands et très beaux voyages, ça c'est le droit. Mais, vous savez, un écrivain n'a pas beaucoup besoin de voyager, pas plus qu'un peintre. Ils s'inventent leur propre monde. C'est ça que je crois. Magnifique documentaire, reportage sur vous dans votre palais parisien, à quelques instants de vous défaire de ces collections extraordinaires que vous avez montées, je pense, pendant 50 ans.
avec Yves Saint-Laurent. D'abord, le documentaire, votre commentaire est absolument magnifique. Manifestement, vous avez voulu tourner la page, puisque c'était après la mort d'Yves Saint-Laurent, mais vous êtes tout, sauf un homme d'argent. Vous n'aviez manifestement pas besoin de les vendre. Vous n'avez pas été tenté d'en faire une fondation, une collection, quelque chose à l'hommage de votre amour fou. C'est même ce que je voulais faire. Il fallait beaucoup d'argent, je n'avais pas. Parce que où je vendais la collection et j'avais de l'argent, mais plus de collection, il faut choisir. Moi, ce que je voulais faire, j'aurais voulu créer un lieu. J'aurais réuni dans ce lieu, d'un côté des vêtements d'Yves Saint-Laurent, et de l'autre côté toute cette collection dont vous venez de parler, avec une espèce de motto qui aurait été une question: d'où vient l'argent, où va l'argent? Et j'aurais voulu montrer ce qu'on pouvait faire avec de l'argent. C'est ça que j'aurais voulu, mais montrer d'où venait l'argent. Il n'arrivait pas comme ça du ciel, il venait d'une création artistique, parce que si on parle de la mode d'une seconde, j'ai toujours dit que la mode n'était pas un art, et je le répète, mais qu'il fallait un artiste pour la créer. Et brouillez-vous avec ça. La mode n'est pas un art, mais il faut un artiste pour la créer. Et je suis convaincu de ce que je dis. Et donc j'aurais voulu montrer ça. Bon, je n'avais pas d'argent pour le faire. Il fallait acheter un lieu, il fallait acheter un lieu énorme. Tout ça, ça n'a pas pu se faire. Je n'ai même pas essayé de le faire. Des inspirations directes de peintres et d'artistes qui auraient inspiré les modèles de certaines collections d'Yves Saint-Laurent. On pense à Matisse, on pense à Braque, à Picasso bien sûr. Et c'était plus que des inspirations, parfois même des clins d'œil. Y aurait-il eu des auteurs ou des œuvres romanesques qui, à notre insu, sans qu'on le sache, auraient inspiré des collections entières ou des modèles? Et d'abord, essentiellement, Proust. Yves a lu Proust indéfiniment. Il n'a jamais été au bout, il n'a jamais lu Le Temps retrouvé, parce qu'il disait que s'il terminait de lire Proust, là, il n'aurait plus qu'à mourir. Donc, mais oui, mais pas seulement. Mais en effet, Tolstoï, si on regarde, mais il faut comme ça, vous trouveriez quelques Natacha Rostov, quelques Anna Karénine, ces modèles, et puis des Anglais, et puis d'autres. Oui, merci de la question. Et là, j'ai l'intention de faire une espèce de centre culturel. Il y aura bien entendu, la majeure partie sera dévouée à Yves Saint-Laurent, mais il y aura aussi une salle d'exposition temporaire, plus petite, où on pourra exposer les peintres, les canons ou autre chose. Et puis je vais créer un petit amphithéâtre, une centaine de places, où on pourra faire venir des artistes ou également offrir à des musiciens locaux. Par exemple, les prix du conservatoire de Rabat ou de Casablanca, qui pourraient venir là. Enfin, il faut essayer de faire des choses. Mais il y a déjà d'autres gens, j'ai un ami en face de moi qui fait bien des choses, à Marrakech lui aussi. Mais je reviens sur ce que vous avez dit dès le début. J'ai peur que vous mettiez dans vos propos une nuance un peu péjorative quand vous parlez de ville de province. Je pense qu'il faut oublier tout ça aujourd'hui. Je pense. C'est parce que vous étiez parisien. Paris, ce n'est que des provinces accolées les unes aux autres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une vie culturelle, c'est certain, plus importante qu'ici. Mais je pense que par la lecture, par les disques aujourd'hui, on peut quand même, la ville de province ne ressemble pas à ce qu'elles étaient autrefois.
Je pense que nous avons grand besoin de ce que vous nous avez annoncé en exclusivité aujourd'hui. Je suis très content si c'est ça. J'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Est-ce que vous pensez, et c'est pour ça que je fais ça, que la culture peut changer le monde ou le faire évoluer? Bien sûr que la culture peut faire changer le monde, bien sûr. Et c'est pour ça, alors là on va faire un peu de politique quand même. Autrement ça ne serait pas moi. Et c'est pour ça que je suis si attaché à l'éducation, à la laïcité, à l'éducation publique et obligatoire. C'est pour ça que ça a changé le monde, tout ça. Quand vous pensez à l'alphabétisme qui régnait dans ce pays, le corps qui régnait un petit peu, quand vous pensez ce qu'il en était dans tous les pays, et qu'aujourd'hui, on a atteint une manière d'exister, de raisonner, c'est la culture et l'éducation. Ce sont les maîtres mots de notre vie. La culture est une arme armant le peuple. La culture est une arme armant le peuple. Oui, s'il sait s'en servir. Merci beaucoup, Monsieur Berger. Sincère merci aussi à M. Madison Cox qui nous a permis cette rencontre aujourd'hui au Grand Café de la Poste. Une séance de dédicace va pouvoir se faire maintenant.